Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors, cette semaine, si vous étiez curieux, que vous avez déjà regardé en barre d'infos quel était le programme, vous voyez qu'il y a très peu de sujets. Et pour cause, j'ai une interview de prévue que je vais tourner. Donc, j'ai pas prévu trop de choses pour laisser du temps de parole à mon invité. Mais j'espère que nous allons avoir donc un contenu de qualité, même s'il est réduit. En tout cas, je ne vous laisse pas attendre plus longtemps. Bon, les amis, là c'est le drame, ça fait plus d'une semaine que je n'ai plus de beurre de cacahuète, il faut absolument que je refasse une commande chez Coro. Mais en attendant, quand j'ai une petite faim, que j'ai envie de juste être rassasié rapidement, j'ai rien sous la main. Et Laura m'a dit, mais regarde, j'ai acheté ça, ça devrait peut-être te plaire. Et alors le ça, c'est ça. Alors oui, on n'est pas sur une purée d'oléagineux, on est sur une pâte à tartiner protéinée. Et ça, c'est un produit qui est donc, oui, bien vegan, et qui se trouve chez Lidl. Alors, on va mettre un petit peu de mesure dans ce se trouve, parce que comme d'habitude, Lidl et le suivi des produits, c'est pas tout à fait ça. En fait, Laura avait eu l'info par Alice Esmeralda, qui lui a dit, il y a ça, et c'est super. Elle a acheté un pot, elle a goûté, mais moi je n'étais pas du tout au courant. Donc pour l'instant, là tout de suite, a priori, si vous allez dans un Lidl, vous n'en trouverez pas. Mais comme chez eux c'est toujours cyclique, je préfère goûter ça aujourd'hui et vous en parler. Et si ça vous intéresse, le cas échéant, quand vous serez dans le rayon et que vous verrez ça, vous pourrez vous dire « Ah bah oui, je le prends » ou pas. Donc comme je le disais, c'est une pâte à tartiner protéinée, c'est-à-dire qu'elle est enrichie pour avoir un apport intéressant en protéines complémentaires, à savoir quand même, je viens de regarder, on est quand même à 21,3 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est quand même assez conséquent. Alors bien sûr, le pot faisant 320 grammes, vous n'allez pas faire juste manger beaucoup, parce que j'ai à mon avis, ça doit être écœurant, on va vite le savoir. Mais je trouve le concept intéressant d'enrichir certains produits pour qu'ils soient plus intéressants. On est tellement habitué à avoir des coquilles vides que ça fait pas de mal d'avoir un truc qui est plutôt plus riche que la norme. Allez, voyons ça. Oh, c'est alors bien lisse. Et ça sent bon. Alors on est sur une pâte à tartiner qui est cacao, beurre de cacahuète. Donc c'est la cacahuète qui m'intéresse, vous le savez. C'est pour ça qu'elle me l'a proposé. Et voyons... Ah oui, c'est très crémeux, très smooth. Regardez. Ah, jolie texture, Allez. C'est pas mal du tout. C'est surprenant. Alors déjà, la texture est très agréable. C'est fondant, c'est lisse, un peu soyeux sur la langue. Donc ça marche bien. La texture est suffisamment fluide pour être effectivement tartinée. Moi, c'est pas mon truc. Mon arme favorite, c'est la cuillère. Normalement à soupe, mais j'allais pas prendre de risque et gâcher du produit. Donc, non, il n'y a pas de problème à l'usage. Je pense que si vous voulez aller sur une tartine de pain, il n'y aura aucun problème. Et sur l'aspect en bouche, c'est pas collant, c'est pas pâteux, c'est bien, c'est bien. La sucrosité est très raisonnable. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus puissant là-dedans. Et en fait non, mais parce que dedans c'est sucré avec de la stevia, donc oui. Et il n'y en a pas beaucoup, donc ça donne juste une longueur sucrée, une sucrosité plus que du sucre pur. Et je trouve ça agréable. Pareil, le cacao est là, mais il n'est pas dominant. C'est plus ce côté cacahuète qui revient, avec un petit plus derrière. Donc, moi j'aime bien. Après, très objectivement, je pense que le genre de pâte à tartiner qui est vraiment dédié au monde adulte, tant dans son esprit, sa promesse, que dans ses goûts. On n'est pas du tout sur quelque chose qui est très très gourmand, très rond, avec plein de saveurs, très consensuel. C'est un petit peu particulier. Moi, ça me plaît, parce que je suis habitué à manger du beurre de cacahuète brut à la cuillère à soupe. Donc,
cette note peu sucrée avec une très légère note de cacao derrière, ça me convient très bien. Donc, ça dépend des publics, on va dire. En tout cas, si vous êtes intéressé par des produits enrichis en protéines, que vous avez besoin de booster vos apports, eh ben, je peux vous recommander ce pot qui est, à mon avis, très satisfaisant, qui apporte une touche de gourmandise dans un esprit assez pragmatique. Voilà. Maintenant, reste à le trouver forcément. Hein. Mémorisez bien, c'est un pot vert et noir. La marque Lidl, c'est Mister Shock. Ok. Et c'est bien vegan, etc., etc. La dernière fois que je vous ai parlé d'une série française, j'étais pas franchement convaincu. Voilà. Et pourtant, je suis toujours aussi curieux et j'évite d'avoir un blocage et de ne pas donner sa chance à d'autres séries. Et c'est ce que j'ai fait cette semaine avec la série Fiasco sur Netflix. C'est donc une série en 7 épisodes avec en tête d'affiche Pierre Nimet qui est particulièrement savoureux et un petit peu, je trouve, à l'opposé des rôles dans lesquels j'ai pu le voir jusqu'à présent. Il confirme un certain talent, s'adapter à des personnages inattendus. Donc, Fiasco, qu'est-ce que c'est? Il s'agit, le nom l'indique bien, d'un film un petit peu catastrophe autour d'un tournage où Pierre Nimet incarne un jeune réalisateur un peu introverti qui s'assume pas, c'est son tout premier film. Il a écrit le film lui-même, il parle de sa grand-mère qui était résistante, c'est un film dans lequel il met toutes ses tripes, toute son émotion, il veut absolument que ça marche, sauf que, il est extrêmement maladroit dans ses réflexions, dans son interaction sociale, et c'est assez problématique. S'ensuit, vous imaginez, des situations cocasses, car oui, ça reste une série comique. C'est une grosse comédie. Alors, c'est un humour très particulier et je vous avouerai que le premier et même une partie du deuxième épisode, j'ai pas... je vais pas dire que j'ai pas accroché, j'arrivais pas à rentrer dedans. J'arrivais pas à rentrer dedans parce que l'humour est assez subtil. Peut-être parfois trop subtil et il faut être dans l'état d'esprit pour bien la saisir. Je vais faire un parallèle sur le type d'humour, c'est l'humour du malaise. C'est exactement ce que vous allez trouver dans la série The Office. Alors ok, moi j'ai pas vu la version US, on en a déjà parlé, mais je connais très bien la version britannique d'origine, et c'est exactement ça. Ces personnages qui sont en décalage avec une certaine réalité, qui croient bien faire, qui n'ont pas forcément mauvais fond, mais qui sont totalement à côté de la plaque, et du coup ça crée des situations gênantes. Et donc très drôle. Et en fait, c'est vraiment très drôle et savoureux jusqu'au bout. Après, au niveau du scénario lui-même, c'est effectivement quelque chose qui est pas hyper original, puisque le concept d'un tournage qui part en cacahuète, bon, c'est un peu vu et revu. Ça s'inspire d'ailleurs, je pense, un peu du cas réel du fameux Don Quichotte de Terry Gilliam, qui est un film qui ne s'est jamais produit. Enfin, ils ont essayé, mais ils ont enchaîné tellement de catastrophes qu'on dit même que c'est un film maudit. Alors là, c'est un peu différent, mais j'y vois des parallèles. J'y vois des parallèles. Avec surtout, ce Don Quichotte a fini par être une sorte de documentaire. Et là, c'est présenté sous forme de documentaire via un making-of du film qui ne se fait pas. Mais je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Je suppose, parce que c'est une série qui a déjà pas mal de succès, que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Donc ça m'intéresse d'avoir votre opinion sur ce moment passé avec Pierre Nimet. Chers amis, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de recevoir sur ma chaîne Raphaël de la chaîne Mûre et Noisettes. Alors, très heureux parce qu'elle a fait partie des toutes premières personnes que j'ai contactées quand j'ai eu l'idée de lancer des interviews de personnes du milieu. Elle m'avait dit oui, la prochaine fois que je viens à Paris. Il s'est passé plus d'1 an. Mais ce jour est venu
Alors, on y va sans plus attendre. Bonjour Raphaël, Bonjour Sébastien, ça va? ça va et toi? Bon, bah écoute, ça va bien. Surtout qu'on réussit enfin à se voir. Enfin, Et ça c'est cool. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. non, Loin de là. on s'est Mais vu hors caméra. ouais, plusieurs fois. Mais là, c'est chouette. C'est Ouais. l'occasion. Bon voilà, donc tu ne connaissais pas le Palais Royal, un de mes hauts lieux d'enfance. Très Donc, je suis joli. content de te faire découvrir ce lieu bucolique parisien, une petite bulle d'oxygène. Et puis calme, donc on va pouvoir poser des questions. Et c'est à toi d'y répondre. C'est parti. Oh. Bon, alors, la première question que je pose à tout le monde, traditionnelle, elle est simple. Ça fait combien de temps que tu es végane et qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans cette direction? Alors, du coup, ça fait 8 ans que je suis devenue végane avec mon copain. Du coup, on est devenus véganes Mhm. ensemble. Ce qui nous a motivés... Enfin, moi, j'ai toujours été intéressée par le fait de devenir végétarienne. Oui. À l'époque, je savais même pas que le véganisme existait. Mais c'était assez compliqué. J'avais essayé quand j'étais adolescente. C'était pas évident. Dans ma famille, ils étaient pas contre, mais ils savaient pas quoi faire pour moi. Donc, Oui, comme toujours. voilà, c'était un peu compliqué. Mhm. Dès que j'essayais, je mangeais des légumes. J'arrêtais juste de manger de la viande. Au bout de 3 jours, je remangeais de la viande. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai faim, j'ai faim. C'est ça, genre, je sais pas pourquoi j'ai faim. Ah ouais. La notion de protéines, tout ça, non, j'avais Bah non. pas. Et donc, j'ai attendu qu'on prenne notre indépendance, qu'on prenne notre premier studio. Là, au début, on s'est dit, on n'a qu'à végétaliser un peu notre alimentation. On s'est dit, on va plus manger de viande la semaine, pendant qu'on est à la maison. Et quand on va chez nos parents le week-end, on mange de la viande. Ouais, mode flexitarien, quoi. C'est ça. Bon, on connaissait pas le mot, mais Non, on s'est bah dit, on va tenter ça. Et finalement, en fait, on a fait ça une semaine. Le week-end, on a mangé de la viande chacun de notre côté. On s'est dit qu'en fait, ça n'en valait pas le coup. En fait, c'est qu'on s'était fait tellement une montagne du fait d'arrêter de manger de la viande, surtout que moi, j'adorais la viande. Il y avait vraiment un truc, je me disais, Ah ouais. je suis incapable d'arrêter la viande. Enfin, je me voyais pas comme capable de faire ça. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est super simple, c'est juste que je connaissais pas les alternatives. Et une fois qu'on s'y est intéressé, bah, on s'est dit, ouais, moi, j'en ai parlé à mon copain, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses et tout. Il était emballé, mais il s'est dit, je sais pas si je tiendrai sur le long Oui. terme et tout ça. Et en fait, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui parlaient du documentaire, du reportage Earthlings. Ah oui. Et du coup, on Hardcore. s'est dit, ah bah, on va regarder. Ah ouais, ça a l'air sympa. Du coup, on l'a regardé, enfin vraiment, en plus, quand on l'a regardé, on revenait de chez nos parents. J'avais de la viande dans le ventre au moment où je regardais ça, vraiment, tu vois. Oh. Et on a regardé, on se disait, ok, on parlait pas, on regardait. Et à la fin du reportage, je lui ai dit, bah moi, je crois que C'est bon, je vais c'est me fait. diriger vers le véganisme. Et il m'a dit, ah bah moi aussi, hein, clairement. Il m'a dit, c'est clair et net, on peut pas participer à ça, en fait. C'est clair. Et donc, on a fait notre petit chemin. Ça nous a mis, on a arrêté directement la viande et je pense que ça nous a mis 2 mois, 2-3 mois de transition petit à petit où on faisait face à des situations qu'on n'avait pas anticipées. Où je sais Oui, pas, oui. par exemple, je me disais, ah bah j'ai vu qu'il y avait un sandwich végétarien à la fac, Mhm. il est sûrement vegan. Bah, Et en fait, pas du tout. Bah non, la mayo, C'est avec ça, les œufs. où il y a du beurre, ou alors il y a un peu de fromage ou des machins. ou l'œuf dur dans le sandwich Ouais, c'est classique. ça. Et donc ça nous a pris 2-3 mois. Et puis moi, il y avait un truc psychologique, vu que j'avais entendu parler de la B12. Je me disais, on va commander un pot de B12, et dès qu'on a notre B12, on devient vegan. On a reçu notre pot de B12, et à ce moment-là, on est devenu vegan. Enfin, il y a vraiment ce truc, c'est vraiment, tu sais, on avait très peur de manquer de B12 parce que tout le monde en parlait et tout. Ouais, une sorte de parano là-dessus. C'est vrai qu'il faut C'est être vigilant, mais enfin, c'est pas non plus quelqu'un qui prend pas la B12 Oui, et puis dans tous les de cas, temps en temps parce qu'il a oublié. C'est C'est ça. pas grave. et C'est puis pas grave. on a passé 2 mois Ouais. dans lesquels moi j'étais rassurée dès que je mangeais un Ouais. œuf de me dire ah ça va, j'ai de la B12, alors Alors que la que B12 de l'œuf est presque pas assimilable. Enfin, c'est vraiment une très mauvaise source de B12. Et que dans tous les cas, il faut des produits animaux quotidiennement, plusieurs fois par jour, pour combler ses besoins de B12. Donc c'est pas en mangeant un œuf toutes les 3 semaines que. Non, ça sert à rien. Donc voilà, on Ok. est devenu vegan il y a 8 ans. Bon, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, maintenant ça me paraît difficile dans le milieu, mais quand même, petit rappel, tu es donc créatrice de contenu, tu sévis principalement sur YouTube, comme moi, Oui. un peu Instagram aussi. Team YouTube, mais Ouais, bah oui, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, avant de te lancer comme créatrice de contenu, tu as eu une vie. évidemment. Alors qu'est-ce que tu as suivi comme parcours en tant que peut-être études et même professionnelle? Alors, de base, moi, j'étais une grande indécise. Vraiment, je ne savais pas ce que je voulais faire. C'était Ouais. même une grosse source d'angoisse dans ma vie. Tout le monde semblait savoir ce qu'il voulait faire plus tard. Ouais. Et moi, je trouvais ça horrible de prendre une décision sur ça. J'ai fait un bac S. On m'a dirigée vers ça parce que j'avais plutôt des facilités avant. Ouais. Et au moment où je suis arrivée dans mon bac scientifique, il fallait commencer vraiment à travailler plus que se reposer sur ses facilités. Et du coup, c'est devenu un peu plus difficile pour moi déjà. Et parce que j'avais envie de tout faire sauf me mettre à travailler. Vraiment, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas
travailler le soir après les cours. Pour moi, c'était horrible, vraiment, j'avais du mal avec ça. Mais qui aime ça? Non, mais ouais, mais il y en a qui le font. Ah, il y en a qui le font, mais c'est plus de la discipline Oui, c'est qu'un ça. profond Moi, désir. j'étais vraiment pas disciplinée. Et donc, après ça, je suis partie faire une fac de psycho. Ah ouais. Je trouvais ça très intéressant. J'adorais les cours, je trouvais ça passionnant, tout ce qu'on apprenait et tout. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, je me rendais compte que j'avais pas envie d'en faire mon métier, mais que je trouvais ça extrêmement intéressant. Et dans ma famille, c'était pas forcément commun. Bon, déjà de faire psycho, mais même d'arrêter ses études. C'est que, enfin, presque tous les gens de ma famille ont fait pas mal d'études. Mon père a une thèse, ma mère a un master. Enfin, c'est Oui, c'est plutôt universitaire. voilà, c'était pas commun d'arrêter et j'ai décidé de le faire. Donc ça a été quelque chose qui m'a donné de l'anxiété la nuit, de me dire bon allez, je passe ce cap. J'ai décidé d'arrêter mes études à la fin de ma 3e année de psycho du coup. Et je m'étais donné 1 mois pour trouver un job d'été à la base. Ouais. Et je me disais voilà, ça rassurera mes parents. Et puis je prends une année où je fais une coupure, je travaille, je vois ce que je peux faire un peu de ma vie. On va Et, faire le point. Et si jamais ça marche pas, bah après je reviens en psycho. Enfin, j'ai validé des unités. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai validé des trucs Ouais. qui font que je peux revenir si besoin. Et en fait, quelques jours après la date où je suis pas allée à mes examens, je suis allée manger dans un resto vegan avec des amis. Et je leur ai demandé si jamais ils avaient besoin de quelqu'un pour faire des extras, pour faire quelque chose pendant l'été. Et le patron avait justement besoin de quelqu'un à ce moment-là. Il y avait une soirée d'une influenceuse justement à ce moment-là qui avait lieu dans le restaurant. Ah ouais? C'était Au Vert avec Lily qui faisait une soirée. Ah oui. Et du coup, il avait juste besoin d'une serveuse. Donc moi, je suis venue. J'avais jamais été serveuse, donc je pense pas avoir été très efficace ce soir-là. Mais bon, en tout cas, Faut bien commencer. c'est ça. Puis c'est vraiment le soir où tu commences, où il y a 60 personnes, alors que normalement le resto, t'avais pas tant de monde que ça. Et en fait, à ce moment-là, ils avaient obtenu un contrat pour livrer des repas végétariens dans des écoles. Ah ouais? C'était pas des repas véganes, c'était des repas végétariens. Et ils avaient besoin de quelqu'un en cuisine, 4 heures par jour, juste lundi, mardi, jeudi, vendredi, un contrat à mi-temps un peu. Et donc moi, évidemment, j'étais intéressée. La restauration, très souvent, quand on commence avec quelques heures, on finit avec un contrat à plein temps, puis un contrat à double temps. Enfin, Ah oui, vraiment, bah oui, c'est les il y heures. a toujours besoin de personnel, enfin à chaque fois. Donc très vite, en fait, ça a déboulé sur un CDI. Et après, finalement, je suis passée plutôt sur la partie vraiment cuisine de la salle aussi, et pas que des enfants. Enfin, je faisais un peu les deux. Et donc après, j'ai travaillé pendant 2 ans dans ce restaurant. Ah oui, donc tu as un vrai bagage finalement en cuisine professionnelle. C'est ça. Et ce qui explique une certaine logique dans ta cuisine. Il y a une articulation dans ce que tu fais qui est généralement et pas forcément du domaine du familial. Il y a une Ouais. logique de gestion. On y Il y reviendra. avait le côté, il y avait 80 repas à faire pour les enfants. Ouais. Après, tu avais 40, 50 repas à faire pour Mhm. la salle, pour les trucs à emporter, etc. Et on était dans un resto qui avait de grosses difficultés financières. Ah oui. Donc, ça me donnait aussi le côté gestion des ressources, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais. Là, on a un gros problème d'argent dans le restaurant. On galère pour acheter les courses. Faut vraiment trouver un moyen de faire les menus avec un très petit budget. Mhm. Il y avait cette dimension-là. Et en fait, à un moment, le resto a fini par fermer. Hein. Et moi, ça a fait que j'ai été licenciée. J'ai eu un licenciement économique, Ouais. ce qui est quand même assez avantageux financièrement. Ça me donnait une certaine sécurité financière quand même. Enfin, à ce moment-là, j'ai postulé dans un autre restaurant. Ils n'avaient pas besoin de personnel avant quelques mois. Et c'était vraiment un restaurant vegan que j'adorais. Donc, je me suis dit, c'est vraiment le job que je veux. Même si c'était vraiment moins bien payé que l'ancien restaurant où je travaillais. Mhm. Et c'était des horaires, fallait travailler le dimanche, etc. Avec beaucoup de contraintes. Mais voilà, c'est vraiment les contraintes restauration classiques. Et je me suis dit, là, j'ai quelques mois devant moi, je peux tenter un truc que j'ai jamais eu l'occasion de tenter. Je peux créer une chaîne YouTube parce que avec le travail que je faisais avant, j'avais vraiment l'envie de le faire, mais absolument pas l'énergie. Et j'ai lancé ma chaîne. Et en fait, ça a quand même assez bien pris dès le début. Et donc, au bout de quelques mois, je voyais que je pouvais quand même commencer à me dégager un petit revenu avec. La Et, YouTube money. C'est ça. Et je me suis dit, j'ai soit la possibilité d'accepter le job en restauration, Mhm. mais du coup, je sais qu'en prenant un plein temps, ça va rendre plus compliqué le fait de me consacrer autant à la chaîne YouTube, ou alors je donne une chance à ma chaîne YouTube, en sachant que si besoin, je pourrais toujours aller travailler en restauration pour compléter. Oui, le bagage, il va pas se perdre. Voilà, l'option sera toujours là. Donc j'ai refusé le travail dans le restaurant. Bon, de toute façon, ils m'ont recontacté plus tard que prévu. Finalement, ils étaient pas trop sûrs. Enfin, c'était sur des horaires qui changeaient, etc. Ouais, Je me bon. suis dit, je vais donner une chance à ma chaîne. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai créé ma chaîne YouTube et que j'ai commencé à en vivre et à en faire vraiment mon métier à plein temps. Eh ben, quelle saga. Bon, la question, elle est toute bête, hein, mais du coup, pourquoi tu as appelé ta chaîne Mûre et Noisette?
Alors de base, c'était pas ma chaîne YouTube que j'avais appelée comme ça, c'était mon blog. Ah d'accord. J'avais créé un blog que j'ai pas tant fait fonctionner que ça, mais je savais pas du tout comment l'appeler. Je n'avais aucune inspiration. Je pensais pas que c'était un nom que j'allais garder pendant longtemps. Et donc vraiment, c'est tout bête, mais dans notre couple, mon copain me donne le surnom Mur. C'est vraiment les surnoms un peu débiles qu'on a dans les couples. Normal. Voilà, il y a toujours des petits noms un peu. Donc je me suis dit, bon bah, Mur, ce sera moi. Et lui, c'est Noisette? Non, pas du tout. J'avais envie de l'associer à quelque chose de végétal pour montrer le côté végétal. Bon, vraiment, l'invention du nom n'est pas incroyablement réfléchie, hein. Et je me suis dit, bah, Noisette, ça rime avec recette. Je le mets au pluriel parce que sinon, on va croire qu'on est deux sur la chaîne, enfin, sur le blog. Donc, ça fait qu'il y a Mur au singulier et Noisette au pluriel. Tout est dans la subtilité. Voilà, mais personne ne comprend pourquoi. Enfin, même c'est quand je vois les termes de recherche de ma chaîne YouTube, c'est jamais écrit correctement. C'est soit Mur et Noisette, Mur singulier, Noisette singulier, soit Murs et Noisettes. Enfin, En même temps, tu as cherché. Hein. c'est ça. Le cerveau, il veut du simple. Mais je me dis, ça montre quand même que même en appelant sa chaîne un peu n'importe comment, ça peut fonctionner finalement. Sur un malentendu, ça peut passe. passer. Alors sur ta chaîne, il y a deux grandes thématiques hein, quand même qui se dégagent. Du côté le plus parlant, et c'est comme ça que je t'ai découvert, hein, c'était avec la cuisine végétale, normal. Et puis tu as ce côté gestion, finance, économie. Donc deux univers qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais tu réussis comment à les faire se cohabiter parce que ça attire pas le même public non plus. Moi, la chaîne, j'ai vraiment créé autour des choses qui m'intéressaient. Et donc finalement, le fil conducteur entre tout ça, c'est ce qui me plaît. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça a été amené. De base, je voulais vraiment parler surtout de végétal sur la chaîne. Mais en fait, je parlais souvent de budget parce que c'était une thématique que j'avais aussi dans ma vie, donc ça revenait. Bien sûr. Et donc en fait, on me posait souvent la question du coup parce qu'il y a souvent cette image que le véganisme ça coûte cher, que les recettes vont coûter cher, qu'il faut en manger absolument en magasin bio, etc. Et je voulais montrer que ça peut avoir une dimension aussi populaire, que bah, la cuisine végétale c'est pas forcément cher et même au contraire parfois quand on cherche à réduire son budget, très souvent on va retirer la viande, on va retirer le fromage, on va aller sur les légumineuses, etc. Et donc j'avais envie de montrer tout ça. Après moi il y avait la dimension aussi manger de manière équilibrée sur le long terme, avoir un véganisme qui tient. Parce que c'est vrai qu'on a eu une phase il y a quelques années, il y a eu un moment, il y a eu plein d'influenceurs, dont notamment anglophones, qui avaient arrêté d'être véganes. Et ça continue, hein. Mais ce qui en soi est leur choix, mais c'est que souvent ils donnaient l'argument en fait de la santé, de dire j'ai tout essayé, je mangeais hyper équilibré, mais j'étais pas en bonne santé, etc. Et en fait quand on regarde la manière dont ils mangeaient, très souvent c'était des alimentations très axées sur la peur de certains aliments, des alimentations où il n'y avait pas d'huile, où il n'y avait pas de sucre, voilà, les pas de cuisson, enfin des choses comme ça. De la salade quoi. Qui en fait n'ont rien à voir avec le véganisme. Le véganisme c'est pour les animaux. Et donc j'avais envie de montrer que on peut faire une alimentation végétale qui soit quand même intéressante d'un point de vue nutritionnel, où on peut vraiment remplir tout ce dont on a besoin, et aussi qui financièrement ne coûte pas trop cher. Et c'est vrai que moi j'aime bien parler des choses sans spécialement de tabou ou quoi sur ma chaîne, donc j'en suis très vite arrivée à parler de budget. C'est vrai qu'il y a un vrai tabou en France sur tout ce qui est argent, ce qui est d'ailleurs un gros problème finalement dans notre société, puisque il y a de la jalousie, il y a de la méfiance quand c'est pas annoncé, et à la fois il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de comparaisons, et il y a rarement le côté on se réjouit finalement pour les gens qui ont de l'argent, parce que finalement ils ont œuvré pour, et parfois même du mépris pour ceux qui n'en ont pas, alors que parfois ça arrive et on n'en est pas forcément responsable. Et c'est vrai que c'est assez courageux de ta part de mettre vraiment les pieds dans le plat, dire voilà, la vie ça coûte tant, vous dépensez trop sur tel poste, vous pourriez faire mieux sur tel poste, on peut faire des économies, on peut investir, on peut faire plein de choses, même avec de très faibles sources de revenus. C'est une vraie leçon en fait, c'est intéressant. En fait, l'argent, c'est un sujet extrêmement sensible parce qu'on projette énormément de choses dessus et puis on le subit de manière différente. Des fois, on peut avoir un passif avec l'argent qui fait que ça a tellement été une souffrance pour nous. Il y a aussi énormément d'inégalités sur le sujet de l'argent. Donc forcément, ça vient... dès lors qu'il y a des inégalités sur un sujet, ça viendra avec de la rancœur, etc. Et en fait, sur ma chaîne, j'ai envie de montrer déjà qu'on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut aussi, on n'a pas tous les mêmes objectifs et c'est pas parce que certains ont envie de mettre beaucoup d'argent de côté que ça va être l'objectif d'autres personnes. Il y a aussi le fait qu'on peut pas se comparer aux autres parce qu'on a tous des passés différents, parce que parfois on a des contraintes différentes aussi. Par exemple, dans notre culture, on va pas forcément donner énormément d'argent à nos proches ou ce genre de choses, mais il y a plein de cultures différentes.
dans lesquels, dès Oui. qu'on gagne de l'argent, on doit en donner à nos proches, par exemple. Et C'est ça vrai, peut être c'est vrai. plus compliqué de construire son patrimoine financier avec ça, même quand on gagne de l'argent. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider ses proches. Bien, enfin, on fait comme on a envie de le faire, comme on nous a appris à le faire aussi. Et, En fonction de ses moyens, oui, c'est ça. tout simplement. Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, je peux jamais dire c'est facile pour moi, vous pouvez faire pareil, c'est facile pour vous, etc. Parce que non, c'est pas vrai en fait. Et j'aime bien en parler en fait, sans forcément dire que ce que je fais c'est la bonne chose, sans dire que c'est la mauvaise chose. En fait, je vais pas laisser la possibilité aux gens de me juger sur ce que je fais, et je les juge pas non plus sur ce qu'ils font. Et je pense que c'est pour ça que ça marche plutôt bien, et que je suis pas dans la dynamique de dire aux gens, je sais pas, comment dire, no pain no gain quoi. C'est si vous réussissez pas, c'est que vous vous donnez pas les moyens, parce que c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a ce côté aussi souvent de culpabilisation sur l'échec, en disant si t'échoues, c'est ta faute. Ce qui peut être le cas. Ce qui peut être le cas, mais c'est pas une règle générale, et c'est vrai que ça demande du contexte avant de se permettre de juger quelqu'un. Donc faut prendre ça toujours avec des pincettes, être délicat, pour pas froisser les gens, tout en les aidant, sans leur imposer des idées. C'est ça. Exercice compliqué quand même. Moi j'aime bien donner des pistes en fait, et après on pioche et on jette ce qui nous intéresse pas ou ce qui fonctionnera pas pour nous. Et même tu vois dans la dimension de quand on échoue, c'est pas forcément de notre faute. De la même manière, quand on réussit, c'est pas non plus forcément intégralement grâce à nous. Il y a toujours une part de travail, etc. Enfin, très souvent dans la réussite, mais il y a aussi de la chance. Il y a aussi parfois des privilèges. Il y a juste des contraintes qu'on n'a pas eues. Et donc moi, j'aime bien toujours rappeler tout ça parce que la question de l'argent, pour moi, elle n'est pas aussi simple que fais des efforts, t'en auras, fais pas d'efforts, t'en auras pas. Enfin, non, ça se saurait. Il y a des gens qui travaillent énormément dans leur vie et qui auront toujours des salaires relativement simples. Et puis d'autres qui travaillent très très peu et qui gagnent des fortunes parce qu'ils font. Il y a un contexte, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Donc c'est vrai que beaucoup travailler n'est pas synonyme d'enrichissement. Mais par exemple, tu vois, sur ma chaîne, je parle pratiquement jamais de manière de gagner plus parce que pour moi, ce serait assez difficile parce que ça dépend totalement des capacités, des compétences, des moyens de chacun. Mais par contre, j'aime bien parler de pistes, de choses que globalement, on peut presque tous faire. Par exemple, intégrer des recettes à petit budget dans son alimentation, c'est plus facile à faire que de dire aux gens va essayer de gagner 20% de plus. Parce que ça nécessitera beaucoup plus de choses mises en place. Mais par contre, réduire ses dépenses, ça peut être plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen de s'enrichir sur le long terme ou d'avoir une meilleure santé financière, mais ça peut être plus facile à mettre en place. Mais de toute façon, on revient sur les principes du minimalisme. C'est-à-dire que savoir être heureux avec peu. Avoir une consommation qui est intentionnelle et pas juste consommer parce que c'est tendance, parce que tout le monde le fait, parce que il y a une perte de contrôle finalement sur nos dépenses. Et ça rejoint cette idée quelque part de se dire l'argent, t'en auras peut-être pas plus, mais tu peux peut-être vivre mieux en ayant un changement de paradigme mental qui est se satisfaire avec moins, mais se satisfaire mieux avec moins. C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est un exercice philosophique. Oui, et puis ça dépend tellement de ce qu'on aime, des choses qu'on a projetées pour l'avenir aussi. Ouais. Et puis si on a manqué de quelque chose, on peut avoir envie de se prouver quelque chose plus tard aussi. Alors que si on n'en a pas manqué, on n'a rien à se prouver. Enfin, c'est toujours tellement compliqué comme question. Ouais. Bon alors par contre, je t'interromps un instant, parce que le soleil dans la face, ça c'est les joies de l'extérieur, ça ne va pas être possible. Toi c'est de dos, j'espère que ça ne va pas te cuire le cou. Non ça va, j'ai l'habitude du soleil à Marseille. Bon, c'est vrai. J'ai envie de revenir sur cette idée de minimalisme avec un autre sujet connect, parce que ça te concerne, c'est le frugalisme. Alors, il y a beaucoup de gens qui mélangent un peu les deux aspects, alors que oui, ça fonctionne ensemble. Il y a des points communs. Mais il y a aussi des différences. Et autant, toi, moi, je peux me revendiquer comme minimaliste, que je ne suis pas frugaliste. Alors que toi, à l'inverse, ça t'a permis d'avoir une autre expérience de vie. J'aimerais bien que tu nous en parles. Globalement, je pense que j'ai eu une démarche assez frugaliste, avant même de savoir ce que ça voulait dire, mais que j'ai toujours été un peu dans cet esprit-là. Et je pense que ça venait aussi avec mon indécision. Le fait que je ne sache pas vraiment quoi faire plus tard, etc. J'ai toujours... Dans ma famille, l'argent, ça n'a jamais été vraiment tabou. Donc ça veut dire que j'ai déjà été confrontée aux questions d'argent assez tôt. Je savais combien mes parents gagnaient, je savais combien coûtait la maison, etc. Tout ça. Dès que, je sais pas, ils économisaient pour acheter une voiture, des trucs comme ça. J'ai été confrontée à ces questions et du coup, j'ai très vite mis de l'argent de côté. Ça veut dire que dès que j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à faire du babysitting.
Et je me posais la question de l'argent que j'avais parce que ça faisait beaucoup pour une petite fille de 13 ans. Oui, bien sûr, ouais. Parce que j'en faisais presque tous les samedis et mine de rien, même si c'était pas si bien payé que ça à l'heure, pour les besoins que j'avais, j'avais très vite plein de billets comme ça. Et donc mes parents me proposaient de le mettre sur mon compte en banque et en fait d'en garder une partie pour mes dépenses perso. Donc je gardais, je sais pas, si j'avais gagné 80 € dans le mois, j'allais me garder 10 € pour aller à McDo avec mes copines ou La fête. voilà, Ouais. ou aller au cinéma ou je sais pas trop quoi. Et le reste, je demandais à ma mère de me le mettre de côté, sachant que mes parents, dans tous les cas, me mettaient de l'argent de côté très jeune. Ils m'ont ouvert un compte épargne où ils me mettaient Oui, bien sûr, ouais. 20 €, 30 € par mois, ce qui mine de rien a représenté une belle somme Ah oui. à 18 ans. Quand il y avait en plus l'argent de mon babysitting, l'argent de mes anniversaires, des machins, dès que mes grands-parents me donnaient un billet, enfin voilà. T'étais économe, en fait. C'est ça. En fait, j'étais plutôt économe et j'avais pas tant de besoin que ça. Mais en même temps, j'avais pas accès à l'argent que j'avais sur mon compte. J'avais pas de carte de retrait ou ce genre de choses, ce qui faisait que j'avais pas l'occasion de puiser dedans. Et c'est vraiment à 18 ans que j'ai reçu un relevé où j'ai vu que j'avais quand même une jolie somme. Et je me suis dit que, mine de rien, ça pouvait, quand je regardais le prix de l'immobilier, etc., je me disais, en vrai, ça pourrait me servir d'apport pour plus tard. Oui, exact. Et donc, je me suis mise à pas mal économiser sur mes jobs d'été. Quand j'étais à la fac, donc j'étais pas boursière, mes parents me donnaient une somme tous les mois. Et j'essayais de toujours vivre avec un peu moins que ce qu'ils me donnaient pour pouvoir économiser une petite partie. Je m'étais ouvert un plan épargne logement, etc. Et en fait, vraiment, mon objectif, c'était à un moment d'acheter un appartement pas cher, un petit appartement avec mon conjoint. Il y a le fait qu'avec Didier, on est ensemble depuis qu'on a 17 ans. Donc forcément, ça fait qu'en termes de projets financiers, on s'est assez vite calibré sur les mêmes. Donc forcément, ça a aidé aussi. Même le fait d'être en colocation, à deux, le fait de pouvoir acheter à deux notre premier appartement, etc. Ouais, ou mutualiser. Voilà, ça fait énormément réduire les frais, puis ça permet d'acheter un appartement en mélangeant 2 épargnes dedans et tout ça. Et moi, j'avais cet aspect-là, où vu que je ne savais pas forcément ce que je voulais faire plus tard, je me disais, il vaut mieux se préparer un petit peu. Ouais. Parce que ça me donne un peu de liberté, ça me donne un peu de non-anxiété, en fait, ça me laisse de quoi voir venir, en fait. Il y avait vraiment ça. Et en fait, notre but avec mon compagnon, c'était qu'on voyait quand même le prix des loyers. On habitait à Aix-en-Provence, c'était vraiment cher quand même. Et c'était notre poste de dépense principal. Ouais. Et vraiment, notre objectif, c'était d'acheter un appartement. Donc, au début, on voulait l'acheter à Aix-en-Provence. On a vu les prix. On se disait, c'est quand même dommage parce qu'on devrait mettre toute notre épargne qu'on a mise sur... Enfin, moi, ça faisait plus de 10 ans que j'épargnais, depuis les 13 ans que j'épargnais tout ce que je pouvais. Et il fallait en plus faire un emprunt immobilier et ça nous donnait accès à un studio. Donc, c'était pas forcément idéal pour l'achat immobilier. Ouais. Et donc, on s'est dirigé vers Marseille. On aimait beaucoup Marseille. On avait plein d'amis qui habitaient à Marseille. Les prix, il y a 5 ans à Marseille, étaient quand même très avantageux par rapport à Aix-en-Provence. Et en fait, ça nous a permis de pouvoir acheter notre bien immobilier cash sans faire de crédit. Ça, c'est quand même un sacré avantage. C'est ça. On avait une aide à hauteur de 20% de mes parents qui nous ont financé 20% du bien. Donc quand même, je tiens à le dire parce que c'est pas juste... oui, ça sort pas par magie, quoi. C'est ça. Sinon, on aurait emprunté ces 20% qui nous manquaient dans tous les cas. Mais donc, on a acheté un petit T2. Et à ce moment-là, ça nous a vraiment permis de pouvoir vivre avec très peu, forcément, vu qu'on n'avait pas de mensualité à payer tous les mois. Pas de mensualité, pas de loyer. C'est vrai qu'en termes de budgétaire, c'est tout de suite... tu as toujours les charges de copropriété ou ce genre de choses, mais c'est moindre par rapport à... C'est ça. Et puis, dans tous les cas, tout ce qui est charges de copropriété, tu les payes à travers ton loyer. Enfin, la taxe foncière, tu la payes à travers ton loyer à ton propriétaire pour qu'il la paye ensuite. Donc, c'était hyper avantageux et ça nous permettait de vivre avec très peu. C'est aussi ce qui m'a donné la confiance de créer ma chaîne YouTube, de parfois avoir des mois où je gagnais 300, 400 € par mois, mais de me dire, j'ai besoin de 400 € pour vivre à ce moment-là. Donc, tant que je gagne autant que ça me suffit. Je peux tenir et j'ai pas besoin d'aller faire des heures en restaurant ou quoi que ce soit pour pouvoir tenir ce budget-là. Ok. Mais alors, du coup, parce que là on a glissé sur ton parcours, qui est super intéressant, mais le frugalisme dans tout ça, où est-ce qu'il intervient? En fait, le frugalisme, c'est ce qu'il y avait derrière ma démarche sans même que je connaisse le mot du frugalisme. Le but du frugalisme, on va dire que dans sa définition, c'est le fait de vivre avec peu, de mettre beaucoup d'argent de côté pour pouvoir moins travailler plus tard et en profiter plus tard. Après, ça vient dans différentes formes parce qu'il n'y a pas forcément le fait de vouloir prendre sa retraite à 40 ans ou je sais pas quoi. Il y en a, dans certaines définitions, ça va être ça. Aux États-Unis, il y a pas mal cette notion-là aussi de gens qui vont avoir vraiment d'assez gros salaires et qui vont mettre beaucoup d'argent de côté. Pour se retirer relativement tôt, ouais. C'est ça. Mais moi, c'était pas forcément dans l'optique de prendre ma retraite de manière anticipée ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour pouvoir me donner la liberté
de pouvoir faire le travail qui me plaît, peu importe ce que je gagne à ce moment-là en fait. Je mets de l'argent de côté sur le travail que je fais maintenant pour me dégager du temps plus tard à des moments où j'en aurai besoin. C'est comme une épargne de temps sous forme d'argent finalement. Oui, c'est relativement sain comme vision, je trouve. C'est ça. Après, ça correspond pas à tout le monde non plus. Non. Et il y a vraiment différentes manières de le faire. Il y a des gens qui vont choisir le frugalisme par le fait de dépenser, enfin, d'avoir un mode de vie qui coûte très peu cher, par exemple, qui vont vivre en van ou qui vont faire en sorte, enfin, par exemple, parfois être saisonnier, c'est une forme de frugalisme aussi. Ouais. De se dire, bah, on travaille quelques mois dans l'année. Le reste du Intensément, temps, on ouais. vit un petit peu sur ces moments-là où on a beaucoup travaillé. Enfin, il y a plein de formes en fait pour le faire. Va y avoir aux États-Unis, il y a les barista FIRE. FIRE, c'est en gros, c'est le fait d'être financièrement indépendant et de prendre sa retraite de manière anticipée. Et il va y avoir, quand on est aux États-Unis, se pose la question de la mutuelle qui est très chère. Oui, oui, oui. Et donc, il y en avait un moment, je crois que c'était quand on travaillait à Starbucks, on avait la mutuelle prise en charge, même si on travaillait que quelques heures par mois à Starbucks. Donc, il y avait le barista FIRE, c'était le fait de travailler quelques heures dans un Starbucks ou autre chose qui proposait cet avantage-là pour financer la plus grosse partie de son mode de vie et en vivant avec très peu derrière. Oui, c'est de tirer des avantages là où c'est possible, quoi. Bon, donc, vous avez acheté un appartement à Marseille. Vous vivez donc à Marseille. Oui. Et j'ai bien envie de bifurquer dans le sujet un peu plus du lifestyle vegan à Marseille. Comment ça se passe dans cette très grande ville de France? Parce que j'ai regardé simplement sur un site de référence comme Happy Cow et je vois que ça n'a pas beaucoup évolué en termes d'établissement vraiment purement vegan. Et j'arrive pas à comprendre comment une ville aussi énorme en France, qu'on peut comparer à Paris sans aucun problème, quoi. Mais c'est la deuxième plus grande ville de France. C'est ça. Et je dis, comment ça se fait qu'à Lyon, qui est l'intermédiaire, c'est beaucoup plus riche que Marseille, alors que il y a de quoi faire, non? Je sais pas exactement à quoi ça tient, surtout que dans le sud, en vrai, on aurait tout pour que ce soit facilement végétalisable. On cuisine à l'huile d'olive, il y a plein de légumes, il y a plein de légumineuses. Les pois chiches, c'est hyper normal normalement à Marseille. Oui, la panisse, la soca et tout ça, c'est de base. Et non, il n'y a pas tant d'établissements 100% vegan. Après, je trouve que on peut manger très facilement vegan à Marseille. Ça reste très facile de trouver des cafés, des restos. Il y a quand même des restaurants vegan. C'est vrai qu'il n'y en a pas du tout autant qu'à Paris. Je sais pas exactement à quoi ça tient. Peut-être qu'il y a moins de demandes aussi. Peut-être qu'à Paris, il y a, je sais pas, énormément d'étrangers qui s'intéressent aussi à la question du véganisme et que ça crée des lieux. Ouais, Paris très cosmopolite, ça c'est une certitude. Mais j'ai l'impression que Marseille aussi, c'est pas forcément la même population, mais j'ai l'impression que ça reste une ville très cosmopolite. Ça bouge beaucoup, il y a du tourisme, non? Il y a pas mal de tourisme à Marseille, mais je pense qu'il y a aussi peut-être une dimension où le véganisme est associé à quelque chose d'un peu bobo, d'un peu bourgeois. Et que Marseille a une dimension plus populaire aussi, qui fait que peut-être... Je sais pas ce qui fait qu'il n'y a pas tant d'options. Puis même, il y a des restaurants véganes qui ferment, donc c'est vrai que ça, c'est dommage. C'est ce que je constate. On avait un restaurant qu'on adorait, qui s'appelait Green Love, qui était génial, mais qui a fermé. Et je sais pas, c'est dommage. Après, je trouve que pour une grande ville, ça reste très facile de pouvoir manger vegan. Je trouve qu'on a beaucoup de chance parce qu'on a une excellente pâtisserie vegan. On a Aufan, oui, bien sûr, qui est absolument incroyable. Et ça, je trouve ça assez fou parce que Aix-en-Provence, c'est tout à côté de Marseille. Enfin, c'est juste à côté de Marseille. Il y a aussi une excellente pâtisserie végétale là-bas. Et il n'y a pas tant de très bonnes pâtisseries végétales en France. Enfin, il n'y a pas tant de pâtisseries végétales en France, finalement. Non. C'est à savoir-faire. Le problème de la pâtisserie végétale, contrairement à la cuisine. Alors, la cuisine, je dis pas c'est simple, mais c'est plus facile d'accès. Ça s'apprend plus facilement pour n'importe quel professionnel. Et la pâtisserie, c'est beaucoup plus technique. C'est des produits très spécifiques. Et c'est de la chimie. En fait, faut savoir associer. Enfin, souvent, on a pris l'habitude de faire monter les choses avec des blancs d'œufs ou d'utiliser du beurre, d'utiliser le jaune d'œuf pour 1 milliard de choses et tout. Donc, c'est tout un art à réapprendre. Et je trouve quand même que sur la pâtisserie végétale, à Marseille et Aix-en-Provence, on est vraiment bien. C'est vrai. C'est vraiment pour moi, je les trouve extrêmement qualitatifs. Et c'est assez paradoxal de dire que tu vas avoir de la pâtisserie fine parce qu'au fond, c'est très fin. Hein. C'est incroyable. Moi, j'ai déjà goûté leur pâtisserie. Ils avaient fait un pop-up à Paris il y a un moment. Puis même, vraiment, c'est excellent. Tu dis, on parlait de côté populaire. Tu dis, c'est bizarre, vous n'avez pas un kebab vegan. Oui, c'est vrai. Ou un truc un peu street, vraiment, qui est pas cher, machin. Alors que bon, nous, on en a pas mal à Paris. On a quand même beaucoup de restos de burgers vegan à Marseille. En fait, il y a énormément de burgers. Mais il y a des trucs quand même pas trop chers. Enfin, il y a des endroits. En fait, à Marseille, ce qui marche mieux, c'est les endroits un peu mixtes, on va dire, qui ont du pas vegan et qui ont du vegan. Et ça, c'est vrai que d'un point de vue économie, c'est généralement ceux qui vont survivre par rapport aux 100% vegan.
Et donc, c'est vrai qu'on a des endroits où tu peux trouver des burgers vegan assez incroyables avec des trucs apivores, du bacon vegan, etc. à 6 €. Enfin, vraiment Ah pas ouais. cher du tout. Ah oui, alors. Qui sont ouverts jusqu'à minuit. Enfin, tu vois, les trucs, il y en a. Ça, on n'a pas à Paris un burger à 6 €. Il y a cette dimension-là. Après, les trucs vegan parfois sont chers à Marseille, mais je sais pas vraiment ce qui fait que ça se développe pas autant. Même quand on voit à Barcelone, il y a énormément d'options vegan. Moi, je trouve que parfois Barcelone, ça ressemble un peu à Marseille sur des points. Et pourtant, enfin là-bas, le véganisme marche hyper bien. Ah oui, oui. Et à Marseille, bof quoi. Ah bon, écoute, je me demandais parce que moi, de mon regard extérieur, c'est un peu une incompréhension, mais toi qui es dans le bain, j'espérais que tu aies des petites pistes de compréhension. Pas tant que ça. Bon. Mais on trouve facilement des options quand même. Ok. Je trouve que c'est facile. Il y a beaucoup de cuisine méditerranéenne, il y a beaucoup de cuisine libanaise, enfin, les options qu'on trouve assez souvent, mais il y a beaucoup de restaurants comme ça à Marseille. Ok. Bon alors, du coup, quelle est l'adresse ultime de Marseille qu'on ne doit pas rater si on passe une journée dans la ville? D'après toi. Avant, j'aurais dit Green Love. C'était vraiment mon chouchou. Ok. Mais je saurais pas vraiment choisir. On a quand même de très bonnes adresses. Il y a Ododa, qui est excellent. C'est au Panier, dans le quartier du Panier. En plus, c'est un quartier hyper joli de Marseille. Et donc vraiment, c'est très bon. Je trouve que c'est assez accessible en termes de prix. C'est de la bonne cuisine. Ouais. C'est quel type? Alors, c'est inspiration libanaise, il me semble. Mais avec, tu vois, il y a quand même du tofu. Il y a quand même de tous les classiques de la cuisine végétale, mais revisité un peu à la version libanaise, méditerranéenne. Enfin, ça va être sympa. C'est très très bon. Il y a le Mariposas aussi, qui est excellent. C'est au cours Julien. Là, donc c'est des Vénézuéliens qui l'ont créé. Donc on trouve parfois des plats assez typiques d'Amérique du Sud. Ah ouais, ça c'est original. Mais il y a aussi des plats plus classiques, assez français. Enfin, c'est vraiment inspiration cuisine du marché. Ils vont au marché, ils prennent les ingrédients, ils font des choses excellentes. Après, on a plein d'endroits pour manger des burgers. Mais c'est vrai que moi, au bout d'un moment, les burgers... oui, pareil, j'adore ça, mais je me rends compte que c'est beaucoup moins mon réflexe de nos jours. Et évidemment, Auffan. Je crois qu'on en a suffisamment fait la publicité avant, mais c'est vraiment incroyable. En fait, Auffan, c'est tellement bon que c'est une référence chez les personnes omnivores aussi en termes de pâtisserie à Marseille. Même sans parler de végétal. C'est que des fois, je sais pas, à l'entreprise de mon copain, ils ont pris des pâtisseries à Auffan, par exemple, alors qu'ils s'intéressent pas du tout au végétal, juste parce que c'est excellent. Mais c'est là que ça se passe. C'est quand les gens oublient le côté végétal en se disant « Ah, mais c'est excellent, c'est là que je veux aller, et plus que le truc habituel. » Et en plus, c'est végétal. C'est ça. Ils le voient un peu qu'en second temps, mais... Ils ne savent même pas. Il y en a, ils voient Didier manger un gâteau, ils sont en mode « Mais tu manges ça, toi ?» Enfin, ils sont en mode « Bah oui, c'est vegan. Ah bon ?» Et dernièrement, il y a une adresse, alors qui n'est pas 100% vegan, mais qui a intégré énormément de choses végétales à la carte. Et je trouve qu'il y a un énorme effort qui est fait. Ça s'appelle Inzou. C'est dans le 4e à Marseille. Et vraiment, c'est hyper innovant ce qu'ils font. Enfin, il y a à la fois des classiques, mais il y a aussi, par exemple, des babkas. Il va y avoir, ils font des beignets à la pistache, par exemple, aux fruits rouges, au chocolat, qui sont excellents. On est sur le sucré, là. C'est ça. Et en fait, la cuisinière a à la fois une formation de pâtissière et de cuisinière. D'accord. Donc, elle fait aussi, de base, c'est plutôt un salon de thé, pâtisserie, mais ils font aussi une petite carte salée. D'accord. Excellente. Ils font du fromage maison végétal à la truffe, des arancini, enfin des choses vraiment délicieuses, très bien travaillées, c'est très fin et c'est pas trop cher. Ok. Bah écoute, merci pour tes recommandations. Avec plaisir. Et alors, au-delà de la restauration, qu'on a bien abordé, le quotidien pour les courses, ça va, ça se passe bien, c'est bien achalandé, tu trouves à peu près tout ce que tu veux en produits spécifiquement vegan ou c'est un peu galère? Je trouve que quand même, ça se fait bien. Que ce soit à Leclerc, où tu trouves quand même pas mal de choses. Bon, déjà, tu as tous les classiques pour faire tes courses, mais tu trouves très facilement tous les yaourts dont tu as besoin. Le mien n'est pas spécifiquement bien fourni en simili-carné. Mais c'est vrai que de base, j'ai pas tant l'habitude que ça d'acheter mes simili-carnés en supermarché. C'est vraiment quand je sais que je dois faire une soirée burger et que j'ai pas prévu d'avoir des trucs dans le congèle ou quoi, je vais aller acheter des steaks Beyond Meat. Enfin, je vais en trouver très facilement. On a du choix, franchement, maintenant il y a un bon choix de fromages végétaux en supermarché. C'est vrai. Hein. On a plein de Monoprix, à Monoprix t'as plein de trucs aussi. Enfin, je trouve que c'est assez facile sur ça. Après, moi j'aime bien commander en ligne dans tous les cas. Donc je prends toujours mes basiques d'épicerie en ligne. De temps en temps, je vais commander dès qu'il y a une vente privée des simili-carnés que je vais avoir au congélateur. Mais je trouve que c'est vraiment facile. Même chez mes parents qui habitent à Manosque, où c'est une ville toute petite, je trouve énormément de produits véganes. Tu peux te faire très facilement des sandwichs au jambon la vie avec du fromage Vieux Life et maintenant, je pense qu'avec tous ces produits, on les trouve facilement. Et alors, on a un point commun, c'est qu'on aime bien les épiceries asiatiques. Oui. Hein, le tofu pas cher au kilo, et les sauces et tout ça.
Ça, c'est la base pour moi de la cuisine végétale à petit budget. Vraiment, c'est si on a accès, parce que ça, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des épiceries asiatiques partout. Et non. Et ça donne déjà le tofu. Enfin, des fois, les gens, ils pensent que je le prends parce qu'il est pas cher au détriment du goût. En mode, ah bah vu que c'est moins cher, il va être moins bon que celui de magasin bio. Alors qu'il est excellent. Pour moi, c'est mon préféré. Meilleure De texture, tous les tofu nature. meilleur goût, Et, moins cher. Et en plus, la majorité, contrairement aux idées reçues, c'est fait effectivement par des Asiatiques, souvent des Chinois ou des Vietnamiens, qui sont établis en France. Mais justement, c'est fait en France avec du soja français. c'est ça. Et les gens se disent, ah non, c'est du soja OGM chinois bizarre, je veux pas. C'est Mais pas vrai. surtout, Hein. Ce serait pas du tout rentable d'importer des blocs de tofu, de les garder bah, pas au du tout. frais, de leur faire prendre l'avion ou le bateau ou Ouais. je sais pas quoi et de les amener ici. Enfin, le soja, ça pousse très bien en Europe. Ouais. C'est totalement adapté à notre culture, enfin à notre culture d'un point de vue agriculture. Bien sûr, Et c'est tellement intéressant d'un point de vue nutritionnel. Enfin, clairement. maintenant, je trouve aussi du tempeh au rayon surgelé Ouais, qui est pas cher du tout. Nous aussi. Vraiment 2-3 fois moins cher qu'en magasin bio. nous, on a trouvé une boutique dans le quartier de Belleville, dont j'ai déjà parlé. Hein, c'est Wingseng, et qui a du tempeh 400 grammes, 2 €. Ah ouais, c'est encore moins cher que là où je le trouve. Moi, il a 2,95. Ouais, enfin, même, de toute façon, Mais c'est tellement pas cher. Enfin, tellement. c'est- Voilà. Et il est bon en plus, il est vraiment quali. Ouais, vraiment, ça, c'est génial. Les magasins asiatiques, ça nous sauve sur les protéines végétales comme ça quand on veut manger riche en protéines et à petit budget. C'est Ouais, mais même tout ce qui est sur la base des différentes nouilles, des sauces, des huiles, il y a tellement de choses extrêmement savoureuses. Pour moi, c'est un magasin de jouets. C'est ça. J'avoue. Hein. Il y a Chaque plein fois, je de dis, choses à j'en goûter, veux, j'en des veux. choses qu'on connaît pas, des choses qu'on n'a pas intégrées dans notre alimentation. Enfin, des choses faites à base de champignons, d'algues, Des fois, on va avoir des produits, par exemple le canard vegan en boîte. Les On petites le boîtes bleues. sort Et il y a des petits points Ouais, dessus, ouais, c'est totalement bizarre. On dirait que la peau. Ouais. Ouais, c'est assez innovant et tu te dis, ok, il y a cette boîte à 1 € là. Alors que si on le voyait en magasin bio, ce serait vendu 6,95 €. Oui, c'est ça. Il y a vraiment deux univers. Hein. C'est ça. Donc ça, à Marseille, Il y en a. il y en a. Il y a même un tofu traditionnel qui est fabriqué dans les quartiers nord de Marseille, qui est excellent. Je crois qu'il s'appelle le tofu quelque chose comme ça. Il est trop bon. Vraiment, il a quelque part entre le tofu traditionnel et le tofu soyeux. Je vois. Et il est vraiment bon, même juste comme ça. Enfin, il a un goût légèrement fumé, un tout petit peu. Ah, C'est merveilleux. sympa. Bon, Raphaël, j'en ai fini avec mes petites questions. Ça va? Ça t'a pas embêté? C'était très intéressant. J'espère que j'ai pas mis trop de temps pour répondre. Moi, ça va. On verra après au montage si je dois couper. Mais franchement, moi, j'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. C'était très chouette. Je suis vraiment ravi qu'on ait réussi enfin à faire cette interview ensemble. En plus, on est super bien ici. Enfin, on a toutes les fleurs autour. Ouais, alors elle dit ça parce qu'elle est du côté de Marseille. Hein, parce que moi, je cuis, j'ai trop chaud, j'ai le soleil qui me crame la... Ah, Ici, ça va. On a un temps de février. Quoi, ouais, c'est ça. Ah, vite aller à l'ombre, tu vas voir. Bon, eh ben écoute, merci encore. Merci Profite à bien toi. de ton petit séjour parisien. Bien, avec plaisir. Et donc, vous pouvez retrouver Raphaël sur sa chaîne, si vous ne la connaissez pas encore. Bien sûr, le lien est en barre d'infos, comme il se doit. Cette semaine, eh bien, j'ai envie de faire une petite recette avec ce que j'appelle des raccourcis. Vous savez, ces produits du quotidien qui font gagner du temps, qui ne sont pas forcément les plus qualitatifs, mais qui, au bout du compte, rendent bien des services. Et j'avoue que ceci, les pommes de terre pré-cuites à la vapeur sous vide, c'est un truc que j'utilise de temps en temps. Malgré tout, si ça rend service, c'est pas non plus le goût le plus fou. Et même si la texture correspond à ce que j'attends généralement, je vais vous montrer comment lui donner vraiment des arômes, de la profondeur. Et évidemment, vous pourrez refaire la même recette avec exactement la même technique, avec des vraies pommes de terre que vous cuirez vous-même à la vapeur. Aucun problème là-dessus.
Et voilà les amis. Bon bah rien de compliqué en soi, hein. Juste des pommes de terre pré-cuites, du sétan, des tomates pelées, quelques épices, un peu de patience, la bonne technique, et on obtient un petit plat comme ça, tout joli, qui donne très envie d'y aller. D'ailleurs, je ne vais pas attendre plus longtemps. Alors, bah déjà une petite pomme de terre, hein. C'est un peu le sujet. Elle a bien capté le goût, l'acidité de la tomate. C'est bien. C'est temps. Oui, avec les petits oignons qui ont fondu. Oh, que c'est bon ça. Oh, et puis les épices derrière. Et ben, je suis très content. Je suis très content parce que je vous avouerai que je suis parti d'un vieux souvenir d'enfance. Et ouais. En fait, quand j'étais enfant, dans l'immeuble où on vivait avec mes parents, il y avait une concierge espagnole qui était extrêmement sympathique et on partageait des repas avec elle. Et elle avait une manière de cuisiner les calamars. Ouais, avec une certaine manière. Et je l'avais vu faire. Et en fait, j'ai eu un vieux flash. Elle mettait des tomates pelées, elle mettait du safran, elle mettait donc des calamars. Moi j'ai mis du sétan, des pommes de terre, etc. Et elle laissait mijoter ça, et là sa sauce tomatée avait un goût profond avec cette note de safran, et c'était magique. Donc j'ai repris un peu tous ces ingrédients, j'ai même pas été rechercher sur internet si c'est une recette d'origine espagnole typique, j'en sais rien du tout. C'est vraiment une tranche de vie, sauf que bah voilà, j'ai essayé de faire ça de mémoire, et ben je retrouve ces saveurs. Voilà, donc je suis content. Donc, je vous incite fortement à refaire cette recette. C'est facile, ça change et c'est très bon. Et voilà, les amis. Oh, ouais. Alors, petit moment mavie.com. Il y a des travaux dans notre immeuble qui viennent de commencer depuis 2 jours. Et c'est déjà pénible. Alors peut-être qu'à l'oreille, vous n'entendez pas grand-chose, parce que grâce au logiciel de montage, je peux effectivement atténuer les bruits arrière. Mais si vous entendez des bruits parasites dans les vidéos à venir, moi je les entends bien. C'est pas ma faute. Et je peux pas faire grand-chose. Ah là là, ah là là. Bref. En tout cas, c'est le moment de me donner un peu de réconfort grâce à des actions simples comme... les pouces, les abonnements, les commentaires, devenir membre de la chaîne, me soutenir sur Tipeee, etc., etc. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et en celle de Raphaël. Et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. Tchuss!